Ok, on va passer à notre sujet suivant. Nicolas Sarkozy. Nicolas Sarkozy a été condamné à 5 ans de prison ferme, 5 ans d'inéligibilité, et surtout ces 5 ans de prison ferme sont assortis d'un mandat de dépôt qui fait qu'il sera, à partir de mi-octobre, je sais pas, quelque chose comme ça, derrière les barreaux, dans l'attente de son jugement en appel, ce qui est assez inédit qu'un ancien président de la République soit condamné et aille réellement par la case prison, c'est relativement historique. Alors pourquoi on va parler de ça et quel angle on va prendre pour parler de ça? Il y a toute une mise en place d'une défense de Nicolas Sarkozy dans les médias, et c'est de ça dont on va parler aujourd'hui. Donc il y a une contre-attaque de la part de Nicolas Sarkozy, déjà, premièrement, qui a fait une interview dans le JDD, ce journal d'extrême droite, pour dire « je suis innocent ». Et il y a tout un tas de gens, à la fois des journalistes qui montent au créneau, mais surtout des politiques qui montent au créneau. Et moi, ce que j'ai envie d'observer aujourd'hui, c'est la convergence dans les discours et dans les faits entre LR, les Républicains, qui est le parti de Nicolas Sarkozy, donc c'est pas totalement déconnant qu'ils montent au créneau pour défendre Sarko, mais aussi le RN, qui parle exactement comme les Républicains. Vraiment, on peut pas faire de différence entre les prises de parole du RN et les prises de parole des Républicains sur cette séquence de défense de Sarkozy. Et donc, qu'est-ce que ça signifie politiquement? Encore une fois, cette convergence entre la droite et l'extrême droite qui nous pend au nez et qui est en train de se faire depuis des années en réalité, sachant que Sarkozy, dernièrement, a eu des positions directement où il prône ouvertement un rapprochement entre LR et le Rassemblement national. Donc c'est un peu de tout ça dont on va parler aujourd'hui, un petit peu les réactions de la société civile, déjà, premièrement, des Françaises et des Français qui défendent Sarkozy, parce qu'ils aiment le pouvoir, ils aiment les présidents, ils aiment la droite, et aussi de tout le traitement médiatique, et donc de cette convergence entre les Républicains d'un côté, le Rassemblement national de l'autre, qui vole à la rescousse d'un même élan envers Nicolas Sarkozy. Et au milieu de tout ça, histoire de remettre un petit peu l'église au milieu du village, on va regarder cette intervention de Fabrice Arfi sur BFM TV. Donc Fabrice Arfi, le journaliste d'investigation pour Mediapart, qui a énormément travaillé depuis une douzaine d'années sur toutes ces affaires de procès de Nicolas Sarkozy, pour expliquer pourquoi c'est absolument indigne toute cette défense et ces attaques envers la justice française de la part de la droite, et remettre un petit peu l'église au milieu du village. Donc on va parler de ça aujourd'hui. Ça sera un petit peu notre première séquence sur le live avant de passer aux deux autres. Donc oui, ce n'est pas moi qui suis humilié, mais la France, nous dit Sarkozy. Alors qu'en vérité, bon, c'est pas la justice qui a humilié la France en condamnant Nicolas Sarkozy. C'est Nicolas Sarkozy qui a humilié la France en se comportant comme le dernier des mafiosos et des malfaiteurs. Il a été condamné en première instance pour association de malfaiteurs, comme étant la tête de cette association de malfaiteurs. Qu'est-ce qui humilie plus la France? Qu'un président de la République, pour se faire élire à la fonction suprême, accepte des fonds d'une puissance étrangère, chez laquelle il a été faire la guerre quelques années après, par ailleurs, d'une dictature étrangère, pour se faire élire? Ou alors que la justice condamne le dit président de la République? Moi, j'ai ma réponse. Il y a un truc qui est quand même plus humiliant. C'est Sarkozy, à ce moment-là, qui a humilié la France. C'est pas les juges. C'est pas les juges. Bon, bref. Du coup, on va regarder un petit peu, on va commencer avec ça, un petit micro-trottoir de M6, parce qu'apparemment, il y a des Français, je ne sais pas pourquoi, qui sont en mode genre « Ah non, Sarkozy en prison, c'est honteux quand même ». Je ne sais pas à quel point les Français sont matrixés par la Ve République et par la fonction présidentielle pour se retrouver à dire d'un escroc et d'un malfaiteur avéré comme Nicolas Sarkozy, qui a déjà été condamné en dernière instance, qui a été condamné définitivement à de la prison ferme pour d'autres affaires, il était déjà sous bracelet électronique avant même l'affaire des financements libyens. Comment autant de Français peuvent défendre Nicolas Sarkozy et trouver ça anormal qu'il soit condamné à une peine de prison pour tous ses méfaits, quoi. Peut-être que c'est vraiment que les Français sont matrixés par la Ve République et par la fonction présidentielle, éblouis par ce truc-là, quoi. Voilà. C'est honteux, hein, tout à fait. C'est honteux. C'est honteux. Mediapart a porté plainte contre Carla Bruni pour arrachage de la bonnette prohibée? Bon non, il me semble pas. Il me semble pas. Carla rend la bonnette? Ah, ok. Très bon pseudo. C'était pour l'affaire Bismuth, voilà. C'était pour l'affaire Bismuth où il avait fait une fausse identité pour communiquer avec je sais plus qui est lié à l'affaire Bettencourt à la base ou à l'affaire Big Malion, je sais plus. Bon, c'est assez compliqué, on va pas parler de cette affaire-là, mais oui, c'était pour l'affaire Paul Bismuth qu'il a déjà été condamné définitivement à de la prison ferme en cours de cassation et il peut plus faire de recours. Voilà. Bon, bref, on va regarder ce petit micro-trottoir et après on passera à la suite, on regardera plus des politiques et des éditorialistes donner leur avis sur Sarkozy. Et il ne mérite pas d'aller en prison. Je pense qu'un président qui a été à la tête de la France, on devrait le laisser tranquille. Pourquoi? C'est l'argument, il est complètement con. Alors à partir du moment où tu as du pouvoir, les contre-pouvoirs doivent te laisser tranquille. C'est ça qu'il est en train de dire. Encore une fois, dans n'importe quelle démocratie, dans n'importe quelle république, etc., le principe de la séparation des pouvoirs, c'est un des principes les plus fondamentaux en démocratie. C'est justement pour pas que ça soit une dictature, pour pas que ça soit tout le pouvoir concentré entre les mains d'un seul homme qui peut faire ce qu'il veut,
qui s'apparente à ce que c'est qu'une dictature en réalité. Tu fais la séparation du pouvoir, donc le pouvoir législatif, ceux qui votent les lois, doit être séparé du pouvoir exécutif, ceux qui appliquent les lois, donc l'exécutif c'est le gouvernement, le législatif c'est l'Assemblée nationale, les représentants du peuple, premièrement. Et deuxièmement, la justice doit être indépendante et séparée du pouvoir, parce que sinon, elle ne peut pas opérer son travail de contre-pouvoir. La justice est un contre-pouvoir, quoi. Donc dire on devrait laisser tranquille un président de la République parce qu'il est président de la République, c'est dire la séparation des pouvoirs c'est de la merde, à bas la démocratie. C'est ça que ça veut dire en creux. Alors je pense que ce monsieur de Nice dans les Alpes-Maritimes n'est pas au courant de tout ça, hein. Juste il aime bien Nicolas Sarkozy parce que c'est un espèce de bourge raciste de Nice. Je sais pas s'il est raciste, j'en sais rien, mais Nice c'est un fief de LR, hein. C'est un fief de la droite bourgeoise conservatrice qui vote LR depuis 50 ans, quoi. Vous voyez ce que je veux dire. C'est peut-être pas un hasard que tout ça se passe à Nice, quoi. Mais je veux dire, ces gens-là ne se rendent pas compte de la gravité du discours qu'ils tiennent, quoi. Oui, il disait pareil pour Balkany. Alors sur Balkany, c'était surtout des gens de Levallois, de Levallois-Perret, donc la ville dont il était maire, parce que il était adoré de ses administrés, Balkany. Il avait fait beaucoup de bien pour Levallois, hein. Voilà, il avait détourné des fonds, il avait fait des politiques publiques pour Levallois, et ses administrés l'aimaient bien pour ça. Voilà, il pillait plein de trucs à la ville avec de l'argent sale. Donc évidemment que voilà, à Levallois, tout le monde kiffait Balkany. Et c'est vrai que la défense qu'on a pu entendre de la part des habitants de Levallois à part Patrick Balkany, c'était vraiment en mode alors, c'est pas possible, on ne faut pas le condamner, c'était un grand homme malgré ses erreurs, etc., etc. Et ben là, c'est un peu pareil avec Sarkozy, sauf que c'est toute une partie de la France, c'est pas juste les habitants de Levallois, quoi. Voilà. Et on voit bien que tous ces soutiens de la droite de Sarkozy, ils s'en battent les couilles de la justice, ils s'en battent les couilles de la démocratie. Ils sont matrixés par la figure présidentielle, c'était un grand homme, il faut le laisser tranquille. Bon. Et ne pas absoudre ses erreurs, s'il y a eu erreur, mais en tout cas faire en sorte qu'il ne soit pas inquiété pour des choses qu'il n'a peut-être pas commises. Il faut pas l'absoudre de ses erreurs, mais il faut pas qu'il soit condamné par la justice. Bon bah à ce moment-là, ton discours ne veut rien dire, hein. C'est même pas sûr, donc c'est totalement inapproprié, je trouve. C'est même pas sûr, mais pourquoi il croit qu'il y a une justice qui a enquêté pendant des années et des années et des années? Il croit quoi, que le tribunal a fait ça au pif? Oh, on n'est pas sûr, mais dans le doute, on va le condamner à 5 ans de prison ferme avec mandat de dépôt, 5 ans d'éligibilité et 100 000 € d'amende. Dans le doute, c'est pas comme ça que marche la justice. Il y a des faits derrière, il y a une enquête qui est avérée. Et on va regarder justement le petit extrait de Fabrice Arfi après pour pouvoir expliquer ça, quoi. Je viens de Nice et on fait que répéter qu'on mettrait un âne avec une pancarte LRUMP, il serait élu. Merci, ceci à Kaboubou, pour ton témoignage. Alors, effectivement, not all niçois, il y a plein de gens qui habitent dans cette région de la France, dans le sud-est, dans la French Riviera, qui sont des personnes très très chouettes. Il n'y a aucun souci avec ça politiquement, mais voilà, c'est un fief de LR et effectivement, s'il y a l'endroit de France où il y a le plus de soutien des Républicains, c'est cette région-là, quoi. C'est le sud-est et c'est Nice et ce genre d'endroit, quoi. Voilà. Force à tous mes Niçois de gauche, évidemment, évidemment. Même si doute il y a, je pense qu'on devrait passer l'éponge et le remercier ce qu'il a fait pour la France. Il y a eu comme une... Oh là là, il a fait quoi pour la France? On devrait le remercier, hein. On devrait le remercier de toutes ses affaires, hein. On devrait le remercier d'avoir accepté de l'argent d'une dictature étrangère pour se faire élire, et après avoir fait la guerre en Libye. On devrait le remercier pour ça, c'était un grand homme. Oh là là, ça va, retire ce sgeg de ta bouche, frérot, c'est insupportable à la fin. Une forme de respect ou quelque chose comme ça. Non, moi ça me choque, franchement, oui. Je vois mal un président de la République aller en prison, ça me rend... C'est pas bien. La prison, c'est pour les Noirs et les Arabes, hein. C'est pour les racailles qui foutent le bordel, hein. Il y en a marre de tous ces connards. C'est pas pour les présidents, hein. Oh, les riches bourgeois blancs, ils devraient pas aller en prison, je trouve ça pas normal, hein. Sois honnête, dis ce que tu penses, dis vraiment ce que tu penses, va au bout de ta pensée, là. Même pour l'image de la France, c'est pas bien. Bah si, au contraire, c'est bien pour l'image de la France. Justice a été faite. Oh là là. Pour l'image de la France. C'est pas bien pour l'image de la France que Sarkozy ait toutes ses affaires au cul. Le problème, c'est pas les juges. C'est pas le rendu du procès. Le problème, c'est ce que Sarkozy a fait. Comment ils peuvent ne pas admettre ça? Je comprends pas. Vraiment, je ne comprends pas. Pas au-dessus des lois, mais malgré tout, quand même, oui, moi je pense quand même malgré tout un peu. Attendez, l'extrait est magnifique. Elle a dit le président n'est pas au-dessus des lois. Certes, mais bon, en vrai, si, il devrait être un peu au-dessus des lois. C'est ce qu'elle vient de dire mot pour mot. C'est une dinguerie. Les gens ne se rendent pas compte de ce qu'ils disent. C'est un sketch, c'est pas possible. C'est pas bien. Même pour l'image de la France. Je le remets. Il n'est pas au-dessus des lois, mais malgré tout, quand même, oui, moi je pense quand même malgré tout un peu. Oh, le niveau du discours de nos adversaires, hein. Le niveau du discours de nos adversaires.
C'est là qu'on voit que la politique, c'est compliqué. Hein. Il y a des gens qui ont une telle sensibilité politique, c'est compliqué de les faire changer d'avis, quoi. Son argument, elle, c'est « Non, non, Sarkozy, moi je l'aime bien, il devrait pas être au-dessus des lois, mais en vrai, je pense que si. » Waouh. Oh, waouh. C'est tout à fait normal, ça prouve que la justice, pour une fois, elle fonctionne et qu'elle doit s'appliquer à tous. Chaque président. Bah merci. Oh, voilà. Comme je disais, force à tous mes Niçois de gauche. Not all Niçois. Il y a des gens très bien, y compris dans le Sud-Est. Évidemment, évidemment. Moi, de base, j'avais vraiment un problème avec le Sud-Est. J'étais en mode, c'est que des racistes là-bas. Je faisais un peu le gaucho, un peu con. Bon, je savais qu'il y avait des gens bien comme partout, évidemment, évidemment. Mais il y a quelqu'un qui m'a réconcilié avec la Riviera, avec la French Riviera. C'était le podcast Riviera Détente, pour ceux qui connaissent. Quand j'ai découvert ça, j'écoutais ça tous les jours. J'ai rattrapé tous les épisodes. J'écoutais ça en allant dans le métro, en allant bosser. Ça me mettait un peu de baume au cœur. Et du coup, j'étais en mode genre, ah, la French Riviera, c'est cool. Paul Hellec, il est de là-bas? Oui, c'est vrai, ouais. Il y a plein de gens très cool, hein. C'était Infinite, le rappeur est de là-bas aussi. Donc c'est pour ça qu'il y a plein de gens très très cool. Et moi je sais que ce podcast Riviera Détente m'a un petit peu réconcilié avec la French Riviera. Mais bon, c'est quand même très droite là-bas. Hein. Voilà. Évidemment. Une fois qu'il est plus président, il doit être, s'il a fait des erreurs, il doit les payer, quoi, c'est tout. Bah merci. Ah, bah merci. Je pense que c'est rassurant pour l'état de la justice dans notre pays. Oui. Qu'un ancien président de la République, en fonction de ce qu'il a réalisé, puisse être condamné comme n'importe quel assujettissable, enfin comme n'importe quel citoyen finalement. Oui, dis bien. Ah, voilà. Alors qu'est-ce que ça dit à Neuilly-sur-Seine? Parce que il n'y a pas que le Sud-Est hein, dans la vie. Dans les fiefs de Nicolas dans les fiefs de Nicolas Sarkozy et les fiefs de LR et de la droite bourgeoise traditionnelle, on va dire, il y a aussi le 92, bien sûr. Les Hauts-de-Seine et notamment Neuilly-sur-Seine. Donc c'est la ville de Sarkozy, hein, où il a été maire pendant des années. Donc il y a vraiment toute la mafia UMP à l'époque là-bas. Il y avait Pasqua un peu, qui est un petit peu plus vieux. Et après il y avait Balkany et Sarkozy, vraiment la mafia LR du 92, quoi. Donc qu'est-ce que ça en dit à Neuilly? Attention, est-ce qu'ils vont rattraper un peu? Je trouve ça bien qu'il soit condamné, comme Monsieur Tout-le-Monde. Oh bah. Et finalement, c'est un peu vieux jeu, mais je trouve que nos hommes politiques ont valeur d'exemple. Si c'est pas eux qui montrent l'exemple au reste de la population, voilà. Qui va le faire. Alors, voilà, on joue, on gagne, et puis parfois on joue, on perd. Bon après c'est pas un jeu, hein. Ce qui s'est passé entre Kadhafi et Sarkozy, c'est pas vraiment un jeu, quoi. Mais je vois ce qu'elle veut dire. Comme quoi, voilà, le Sud-Est, les Niçois, va falloir step up un peu, je suis désolé, hein. Force à tous mes Niçois sûrs, évidemment. Mais je veux dire, même la bourgeoisie de Neuilly-sur-Seine est plus solide sur le cas Sarkozy que la ville de Nice. Hein. Quand même, c'est un problème, camarades niçois. Vous faites pas à l'amende par Neuilly-sur-Seine, hein. Ça craint. Hein. Chirac, Pasqua, Sarkozy, Balkany, Schuller, la team mafia d'origine. Oui, voilà, exactement, la mafia du 9-2. Faut assumer. Ok, intéressant ce petit reportage. Bon, je voulais commencer avec ça sur cette séquence parce que, voilà. Ce qu'en pensent monsieur et madame tout le monde, ce qu'en pensent les Français, c'est aussi intéressant. Mais là, on va passer plus aux éditorialistes, quoi. Qu'en pensent nos amis éditorialistes? Qu'est-ce qu'on en dit sur les plateaux télé? Donc je voulais commencer avec ça. Kevin Bossuet, que vous connaissez probablement. Nicolas... Je vais tenter une nouvelle imitation peut-être. Kevin Bossuet, donc c'est un espèce de prof fan de Zemmour. Je pense qu'il enseigne plus beaucoup. Hein. Je pense qu'il a un mi-temps, peut-être s'il est même plus prof, je sais pas exactement. Parce qu'il passe sa vie sur CNews, cette infâme chaîne d'extrême droite, à chouiner en permanence, quoi. Chouiner en permanence. De gauche? J'ai dit de gauche? Ma langue a fourché? Non, c'est un mec d'extrême droite. Hein. C'est un gros mec d'extrême droite. Il est là en mode genre il y a un problème à l'éducation nationale. Il faut dire ce qu'il y a. Il y a trop de racailles. Il y a trop de racailles. Les profs ont peur. Moi, j'ai peur des racailles. Ils ont 12 ans, mais j'ai peur qu'ils me volent mon goûter. Voilà. Il a ce discours de merde, de gros faf en permanence sur le plateau de CNews. Et bah, il fait partie de ces gens qui volent. Ah, il se définit de gauche? Pardon? Quelle indignité. Ah non, c'est pas possible. Bon bref, vous allez voir son discours sur Nicolas Sarkozy, c'est édifiant. Nicolas Sarkozy a une phrase très juste. Ce n'est pas lui qui a été humilié, c'est la France qui a été humiliée. C'est la France qui a été humiliée. Nicolas Sarkozy est innocent. Je suis prof d'histoire dans le 93. J'ai peur des Arabes. En effet, on peut questionner l'état de droit. Il y a un basculement de la charge de la preuve. On nous raconte... La charge de la preuve. Faut que j'apprenne à l'imiter, Kevin Bossuet, là. Il y a un truc, non? Faut que je taffe mon imitation. Finalement, à ceux... Lui, pour l'imiter, il faut prendre une voix un peu tremblotante. Il faut articuler énormément, en ouvrant la bouche un peu trop grand. Il y en a, c'est comme ça qu'il faut les imiter. Il y en a pas forcément. Il y en a, il faut parler un peu dans sa barbe. Et il y en a,
En fait, c'est des techniques de visage, presque d'expression pour pouvoir imiter des gens. Et lui, pour l'imiter, il faut ouvrir, articuler beaucoup et ouvrir la bouche très grand. C'est ça la technique. Germaine Fourchette, elle avait une très bonne imitation à l'époque de, comment elle s'appelle, la transphobe, là, la pote de Marguerite Stern, Dora Muto. Elle imitait super bien Dora Muto, et sa technique pour imiter Dora Muto, c'était de faire ça, d'articuler en ouvrant très grand la bouche, comme ça, à chaque syllabe. Voilà, il y en a, c'est comme ça qu'il faut les imiter. Qui accuse de prouver que Nicolas Sarkozy a commis quelque chose, mais c'est à celui qui se dit innocent de prouver quelque chose qu'il n'aurait pas fait. Mais si... Ce n'est pas comme ça que marche la justice, monsieur Bossuet. Vous dites n'importe quoi. Vous dites n'importe quoi. Nicolas Sarkozy a été condamné pour des faits avérés. Il n'y a pas de preuve. Il n'y a pas de preuve. Enfin, ça n'a strictement aucun sens. Ok. Donc ils sont en mode, ça n'a aucun sens car il n'y a pas de preuve. Mais allez vous plonger dans le dossier, les amis. Il n'y a aucune preuve. La justice a fait au doigt mouillé. Non, j'aime pas Sarko, on va dire, on va le condamner à 5 ans de prison. Mais ils savent comment fonctionne la justice dans ce pays, ou normalement, ils passent leur temps à dire justice laxiste, justice laxiste. Il y a des preuves. Évidemment qu'il y a des preuves. Voilà. 400 pages dans le procès. Hein. Allez les lire, je sais pas. Ensuite, l'exécution provisoire. Les voies de recours n'ont même pas été épuisées, et paf, c'est une condamnation. C'est une condamnation. Alors qu'il a fait appel, il devrait être innocenté. Le truc avec les mandats de dépôt, c'est que la plupart des gens qui partent en prison pour mandat de dépôt, c'est des gens pour des petits trucs de délinquance. Ils partent en prison quelques mois en mandat de dépôt, dans l'attente d'un jugement. Mais c'est même pas ils ont été condamnés une première fois et c'est dans l'attente de leur appel. Hein. C'est dans l'attente de leur premier jugement en première instance. Et souvent, ils sont relaxés. Le jugement dit « vous êtes innocent ». Ils ont quand même fait 3 mois de tôle. Et c'est même pas après un premier recours. Hein. C'est pas, ils ont été condamnés en première instance, ils partent en mandat de dépôt, passer un certain temps à Bois d'Arcy ou à Fleury-Mérogis, en attendant de ressortir s'ils sont innocentés en appel. Non. Ils ont même pas été condamnés, il n'y a même pas eu un premier jugement, et bim, ils partent en mandat de dépôt. C'est quoi mes sources? Mais c'est réel ce que je viens de dire, c'est l'écrasante majorité des mandats de dépôt, c'est pas suite à une condamnation en première instance, c'est dans l'attente d'une éventuelle condamnation en première instance. Voilà. Rio H1 qui nous ressort la stat, 30% des gens en tôle actuellement, c'est ça, c'est du mandat de dépôt dans l'attente d'un premier jugement. C'est de la détention provisoire. Après, ça dépend. Mais il y a aussi ça avec les mandats de dépôt. Non, ce que je dis, c'est pas du fake news. Hein. Vous pouvez le vérifier. Des fois, ça peut durer 2 ans. Souvent, c'est quelques mois. Et une bonne partie de la population carcérale actuellement, c'est des gars en mandat de dépôt pour des trucs de petite délinquance qui n'ont même pas été jugés en première instance. Ça, c'est pas moi qui l'invente. Hein. C'est pas moi qui l'invente. Après, je pourrais aller rechercher des sources ou quoi, mais j'ai lu des trucs sur le sujet pas mal de fois. Il y a même une vidéo de Simon Puech qui est loin d'être un maxi ultra gauchiste, ultra radical, quoi. C'est un youtubeur qui est relativement mainstream. Il avait fait une vidéo qui était très très bien sur les prisons. Il avait d'ailleurs été visiter des prisons avec certains députés. C'était que des députés LFI, évidemment, dont, comment il s'appelle, Hugo Bernalicis. Et dedans, il parlait de ça, justement. Il disait, ouais, 30% de la population carcérale, en fait, c'est ça. C'est des mandats de dépôt ou des détentions provisoires dans l'attente d'un premier jugement. Il n'y a même pas eu un seul jugement encore. Voilà. Mandat de dépôt, c'est après un jugement, tu parles... Ah non, ok, d'accord, j'ai mélangé. Je parle de détention provisoire. Excusez-moi. J'ai mélangé les 2 termes. Je parle de détention provisoire. Après, c'est un petit peu le même genre de truc, quoi. Dans tous les cas, c'est dans l'attente d'un autre jugement, on te met derrière les barreaux. Donc avant le premier jugement, c'est de la détention provisoire. Excusez-moi, j'ai mélangé les termes. Et après un premier jugement, là, c'est du mandat de dépôt. Ok, pardon. Mais ça change rien de dire 30% des personnes qui sont actuellement en prison, en détention provisoire, c'est dans l'attente d'un premier jugement. Ils n'ont pour l'instant pas eu une seule condamnation. Voilà. C'est ça que je voulais dire, pardon, j'ai mélangé les deux termes. Toujours est-il que ça change pas grand-chose au discours. Lui, là, en mode genre, c'est n'importe quoi, il a fait appel, il sera derrière les barreaux. Et 30% des gens actuellement en prison sont derrière les barreaux alors qu'ils l'ont dans l'attente d'un jugement. Donc qu'est-ce que tu veux? Et ils en parlent jamais, ça, des détentions provisoires et des mandats de dépôt quand ça concerne pas Nicolas Sarkozy, quoi. Est-ce que tu vas le sortir sur YouTube? Ça, là, le replay? Oui. Ah non, le VTubing! Le VTubing est d'ores et déjà sur YouTube, mon ami. Drip Magnus. Attends, je te mets le truc sur youtube.com. non, c'est déjà sorti. Il y a 3 replays. Hein. Il y a 3 replays pour le VTubing pour ceux qui l'ont loupé. Je refais ma petite promo, j'en profite. Voilà, il y a 3 vidéos. Macron découvre Hades 2 en live sur Twitch. Macron réacte à l'actu sur Twitch. Et Macron défonce Thomas Porcher en réact sur Twitch. Donc j'ai fait des miniatures comme si c'était la chaîne de Macron directement. Ça me fait beaucoup rire. Donc n'hésitez pas, bien sûr, je le rappelle, à vous abonner à la chaîne de VOD. Voilà. Et s'il y en a qui regardent cette VOD directement sur la chaîne YouTube, si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous. Moi, ça m'aide beaucoup. Voilà. Allez vous abonner en masse, les amis. On n'est même pas 1000 là sur la chaîne YouTube. Je viens de la lancer il y a pas longtemps, mais on n'est même pas 1000, alors qu'on est 15 000 ici, 15 000 sur la chaîne principale. Voilà. Bon, bref, allez, on reprend. Kevin Bossuet, il trouve ça anormal. Mais ça n'a également aucun sens. Et de manière générale, ça pose la question de l'idéologie des juges. Je suis désolé. Voilà. Et donc là, on arrive à la deuxième partie du discours.
Au début, ils disent c'est honteux, moi je trouve ça pas normal. Il est président de la République quand même. Et la deuxième partie de leur discours, c'est la République des juges. Les juges contrôlent et tirent les ficelles de la République. Il faut réformer l'institution judiciaire. Et ça, c'est un discours, c'est une pente extrêmement glissante et extrêmement antidémocratique. Je veux dire, les dictatures, les glissements autoritaires qui finissent en dictature, systématiquement, il y a un moment donné où ça s'en prend aux juges. Parce que les juges sont un contre-pouvoir. Voilà. La juge qui a jugé Nicolas Sarkozy était une militante anti-sarkozyste puisqu'elle a organisé devant un tribunal une manifestation contre Nicolas Sarkozy. Je prends ma respiration très fort entre chacune de mes phrases. Ça donne de l'intensité à mes propos. Alors c'est plus compliqué que ça. Mais oui, en fait, il y a plein de juges et de magistrats, c'est pas que des juges, il y a plein de magistrats qu'on fait des trucs contre Nicolas Sarkozy pour une simple et bonne raison, c'est que Nicolas Sarkozy, avec le poids de sa position d'ancien président de la République, s'en prend en permanence à la justice. Et à un moment donné, les acteurs de la justice, les magistrats, ils sont en mode c'est pas possible de se faire cracher dessus par un personnage aussi important en France, quoi. Donc oui, c'est normal qu'il y ait des manifs qui s'opposent à Nicolas Sarkozy, parce que quand on regarde avec quelle indignité Nicolas Sarkozy s'adresse à la justice comme le dernier des mafiosos, et la justice a le droit de répliquer en disant c'est pas normal qu'un ancien président de la République s'en prenne à nous comme ça. Tout ça s'appelle la démocratie. Le fait que des juges puissent se syndiquer et puissent prendre position contre des attaques qu'il y a contre eux, c'est normal. Tout ça participe à un truc qui s'appelle la démocratie. Et quand je dis la démocratie, c'est au sens large, c'est pas le pouvoir au peuple. C'est juste qu'il y a tout un tas de leviers démocratiques comme le droit de grève, le droit de se syndiquer, le fait qu'il y ait des contre-pouvoirs, la liberté d'expression, la justice indépendante. Tout ça, ça participe à ce qu'on appelle la démocratie. Parfois, c'est très imparfait. Et en vérité, il y a quand même des milliardaires assoiffés de sang qui tirent les ficelles derrière et le peuple qui se fait bananer en permanence. Certes. Mais c'est démocratie au sens où on ne vit pas dans une dictature. Et c'est ces contre-pouvoirs, ces soupapes démocratiques qui font qu'on peut différencier une démocratie d'une dictature. Et tout ce discours qui considère à dire c'est la République des juges, et puis regardez ces magistrats, ils se syndiquent, ça montre bien que c'est des militants d'extrême gauche, tout ça est un discours antidémocratique et qui peut mener à une dérive autoritaire, voire même, in fine, à une forme de dictature, quoi. Voilà. On se demande si la justice est rendue au nom du peuple français ou au nom d'une idéologie. Et vous voyez bien que c'est la justice qui en ressort discréditée. Moi, je me pose une question qui est simple. Si un jour je vais devant la justice, est-ce qu'on va me juger pour ce que j'ai fait ou ce que j'aurais fait, ou parce que je suis Kevin Bossuet et parce que je suis Kevin Bossuet, un opposant politique. On va me juger en tant qu'opposant politique parce que je suis chronique sur CNews. Oh là là. Parce que je suis blanc. Juste parce qu'à cause du racisme anti-blanc, en tant qu'homme blanc, on va me juger plus durement. Il a peur de ça ou quoi? Vous savez qui est jugé plus durement par la justice de classe? Les Noirs et les Arabes de cité. Voilà, ça s'est vu, hein. Des gens qui prennent 1 an ferme pour avoir volé des canettes au moment des manifs de Naël. Généralement, ceux qui prennent beaucoup plus cher dans les audiences, et ça, il y a plein de sociologues, du coup, qui ont participé. Je sais que Maudie en avait parlé beaucoup. Elle avait fait une vidéo, elle en parlait justement avec Os Politique, il me semble. Et même, elle, c'est un de ses sujets qu'elle connaît bien, parce qu'elle est sociologue de formation. Maudie, elle assistait à des audiences pour dire, voilà, quand tu as une approche sociologique, tu vois ce qui se passe dans les tribunaux, tu vois que la justice, elle n'est pas totalement neutre. Et que parfois, c'est une justice de classe, et que cette espèce de racisme institutionnel, il se voit dans les tribunaux. Voilà, quand c'est un jeune lascar de banlieue, noir ou arabe, qui se retrouve devant les juges, même pour des petits faits de délinquance qui sont pas si graves comparés à ce qu'a pu faire Nicolas Sarkozy, ils prennent nettement plus cher. Donc si on va avoir un discours sur la justice à double vitesse, la justice, elle est un peu impartiale, il faut parler de racisme d'État ou de racisme institutionnel à minima, et de justice de classe. Là, c'est nettement plus pertinent. Mais là, ils se réveillent pour avoir un discours comme ça uniquement quand c'est leur amoureux Nicolas Sarkozy qui est condamné pour des faits d'une gravité avérée, quoi. Je veux dire, c'est grave au bout d'un moment. Quand on regarde les personnes qui étudient en quoi la justice, hélas, peut être impartiale en France, c'est plus justement par rapport à ces fameux trucs de détention provisoire et de peine exemplaire pour des trucs de petite délinquance. Quand en face, on a des prolos de cité noirs ou arabes, quoi. Voilà. Donc normalement, là, ça y est, ils sont en mode « Oh, la justice est défaillante ». Uniquement pour ça. Uniquement pour ça. Faut arrêter tout ça. Il y a un discours politique, autoritaire, de la même manière qu'on peut avoir un discours politique aussi, mais qui est nettement plus proche de la vérité, qu'on essaie d'avoir une approche sociologique et pour analyser ce que c'est que la justice de classe en France et le racisme institutionnel, quoi. Voilà. Je tiens des propos qui ne plaisent pas à certains. On a l'impression d'un coup d'état des juges, finalement des juges qui essayent de... Coup d'état des juges? Ok, Adolf Hitler, là, qu'est-ce qu'il raconte celui-là? Ce discours est profondément anti-républicain.
de supplanter les politiques. On l'a vu notamment au cours de certaines présidentielles. François Fillon qui a été évincé par la justice, Marine Le Pen qui est évincée par la justice, Donald Trump qui a failli également aux États-Unis être évincé par des juges. En tout cas, ce qui se passe est extrêmement grave. Ça va accroître la crise démocratique. La crise démocratique. Grand soutien à Nicolas Sarkozy qui était un excellent président, qui est un homme droit, qui est un homme digne. Et il y a... Ouah, ça suce, hein. Ah là là. Ouah, ça suce, hein. Ah, je vous souhaite de vous trouver quelqu'un dans la vie qui vous aime autant que Kevin Bossuet aime Nicolas Sarkozy, hein. Franchement, c'est beau, hein. Beaucoup de Français qui ne pensent pas forcément comme lui, mais qui le soutiennent parce que ce qui se passe est extrêmement grave. Moi, ce que je trouve extrêmement grave, c'est cette espèce de levée de bouclier de toute la droite et l'extrême droite, qui, dans un grand mouvement antidémocratique et de défiance envers la justice, vole à la rescousse de ce multi-condamné, hein, qui a sali la fonction présidentielle. Moi, c'est ça que je trouve grave, personnellement, mais bon. Aïe, aïe, aïe. On va envoyer ça à Pascal Praud qui dit des dingueries aussi. On le garde pour après. Je voulais vous montrer ça, une autre intervention. On va regarder plein de petites interventions pour voir un petit peu toutes les dingueries qui ont été dites sur Nicolas Sarkozy suite à sa condamnation, quoi. Allez. Puis, moi, j'ai vu la naissance du syndicat de la magistrature. Donc lui, c'est qui? C'est un académicien. Jean-Marie Rouard, académicien dans l'émission Le Pour et le Contre. Je parle comme Sarkozy, je n'arrive plus à faire autre, comme Macron. Donc lui, c'est un mec de l'Académie française, donc c'est un espèce de vieux bourgeois de droite, de merde, quoi. Voilà. On va voir ce qu'il a à dire, mais... si, un anarchiste de droite? Anarchiste de droite, donc c'est quoi? Il veut qu'il n'y ait plus de loi pour que les multinationales peuvent exploiter tout le monde? Anarchiste de droite. Quand tu regardes ce que c'est que l'anarchiste, dire je suis un anarchiste de droite, c'est extrêmement sus, hein. Pour moi, c'est en mode je veux plus de loi, plus aucune. En fait, anarchiste de droite, ça serait un peu... Quand les droitards parlent de l'anarchisme, ils sont en mode genre les anarchistes, ce qu'ils veulent, c'est qu'il n'y ait plus de loi et que ce soit le chaos total. Alors, c'est pas ça l'anarchisme. L'anarchisme, c'est ils veulent plus d'État, mais ils veulent l'auto-organisation, l'autogestion. Il y a encore des règles à respecter pour vivre en société. Vous voyez ce que je veux dire? Je dirais que les anarchistes de droite, ça serait un peu la vision qu'a la droite de l'anarchisme quand ils veulent dénoncer l'extrême gauche. Vous voyez ce que je veux dire? Donc le projet anarchiste de droite, c'est plus de loi, le chaos total et la prédation généralisée de la loi du plus fort sur le plus faible, quoi. Ça serait ça pour moi l'anarchisme de droite. Bon allez, qu'est-ce qu'il a à dire? Depuis, moi j'ai vu la naissance du syndicat de la magistrature. J'étais très favorable au début. Leurs intentions étaient formidables de voir s'émanciper. Mais l'émancipation est allée trop loin. Et maintenant, la justice des juges est un État dans l'État. C'est un... Oh, les éléments de langage. C'est un État dans l'État, c'est l'État profond qui tire les ficelles. C'est vraiment extrêmement préoccupant, ces éléments de langage qui sont fascisants au possible, quoi. Un corps qui... Une caste, et moi je dois dire, c'est cette caste... Le mec est académicien. C'est pas une petite caste, l'Académie française? Ça marche par cooptation. C'est 1000 fois plus une caste que les magistrats. C'est des concours de la fonction publique pour devenir magistrat. Tout le monde peut devenir magistrat si t'as le concours. Académicien, c'est par cooptation. Quand il y en a un qui crève, hop là, on le remplace par un autre. Waouh. Que je considère comme néfaste pour la démocratie. Et alors, je peux vous expliquer toutes les... C'est grave. On en reparlera. Tous les éléments qui font que c'est une caste, et ce sont des juges maintenant de droit divin. C'est-à-dire, on ne peut plus les attaquer, on ne peut plus rien faire. Ce sont des gens qui se sentent complètement... intouchables. Comment? Intouchables. Intouchables. Justice de droit divin, ces gens sont intouchables. Mais wesh. Coupez-lui la parole. Pourquoi vous laissez avoir un discours de factieux comme ça? Ni factieux, ni faction en République. Je l'ai déjà dit. À l'écart des réalités humaines des justiciables, comme vous l'écriviez dans votre livre Drôle de justice. Alors eux, c'est le duo, ils étaient sur CNews avant, maintenant ils sont sur France Info. Ils ont un peu changé leur discours. Il y en a un des deux, il fait un peu le gaucho maintenant, c'est trop bizarre. Justice pour parler de la caste des magistrats, selon vous. Oui, mais d'ailleurs, faites une expérience. C'est pas une caste? Tous ces connards sortis de l'ENA, qui se refilent des postes de hauts fonctionnaires entre eux, se parachutent dans des circonscriptions, c'est pas une caste ça. C'est pas une caste. Tous les gens qui ont fait Sciences Po plus l'ENA, qui sont tous des camarades de promo, qui se refilent des postes de ministre une fois arrivés au pouvoir, ça c'est pas une caste. C'est les juges la caste. Les juges rouges, gangrénés par l'extrême gauche. Allez sur Internet et regardez. Allez sur Internet et regardez. C'est terrifiant ce qu'on voit sur Internet. Salut, c'est nous Internet. Quand il y a des juges qui ont commis une indélicatesse, une faute, quelquefois même des choses pires que des fautes, des exactions, des gens...
Regardez les jugements. Mais c'est merveilleux. Moi, j'aimerais être juge pour être jugé par un juge. Passe le concours de juge, gros con, va. Allez, c'est quoi, lui? Il a fait quoi, Jean-Marie Rouard, dans sa vie pour donner des leçons à tout le monde? Je sais pas qui c'est, ce gars. Hein. Je le découvre, mais je le déteste déjà. Ah, c'est un romancier. Ah, il a écrit des romans. Il est dans 43 à Neuilly-sur-Seine. Ok. Ok, boomer, hein, j'ai envie de dire. Putain, il en a écrit des bouquins. Donc c'est un romancier. Ok. Ok, mais il parle en quelle légitimité du coup? En décembre 2023, il est signataire de la tribune controversée « N'effacez pas Gérard Depardieu », visant notamment à défendre la présomption d'innocence de Gérard Depardieu alors accusé de viol, agression sexuelle et harcèlement sexuel. Il invoque l'esprit gaulois de la France et demande « Est-ce que vous croyez que, chez Rabelais, il n'y a pas de grossièreté ?» Ok. Ok, j'ai pas besoin d'en savoir plus. Là, il n'y a aucun problème. Hein. C'est le règne des circonstances atténuantes. Franc-maçon, le man, et ça parle pas de caste. Alors attendez. Je vous laisserai pas dire ça sur ce live. Soutien critique, et soutien à la franc-maçonnerie. Non, vous pouvez pas commencer à verser dans l'antimaçonnisme primaire comme Adolf Hitler. Non, je vous laisserai pas faire ça. Arrêtez. Vous pouvez l'attaquer sur tout un tas de choses, mais pas sur son adhésion au Grand Orient de France. Je vous laisserai pas faire ça. Non, arrêtez. C'est un homme libre, il a le droit. Je suis premier degré quand je dis ça. Non, vraiment, je suis premier degré quand je dis ça. Not all of franc-maçon. Non, mais oui, non, je suis premier degré quand je dis ça. Voilà, attaquer ce genre de personnages sur le fait qu'ils ont été francs-maçons à un moment donné dans leur vie, moi je trouve que c'est une pente glissante. C'est pas ça le souci. Nicolas Sarkozy. Vous savez qui d'autre était franc-maçon? Ouais, vous savez qui était franc-maçon? Il y a encore peu de temps, et il a encore rappelé il y a pas très très longtemps son attachement au Grand Orient de France. Jean-Luc Mélenchon. Je vous assure que Méluche, il vous laisserait pas dire ça dans le chat. Voilà. Zidane aussi, ouais, Zidane, il était franc-mac. Vendredi après. Alors qu'est-ce qu'il a raconté l'autre con là, Pascal Pro? Attendez, mon ordinateur fait un sale problème. Tellement franc-mac, ribot dans la sauce. C'est quoi ces théories du complot? Pour moi, c'est quasiment antisémite dans mon livre. Hein. Donc moi, vous dites que moi, parmi tous les streamers de gauche politique que vous pouvez trouver, il y en a un que vous accusez d'être un franc-maçon, c'est moi. Est-ce que c'est par rapport à ma judéité? Le complot judéo-maçonnique, quoi. Sondage, ça m'intéresse. Est-ce que vous pensez que je suis franc-maçon? Pensez-vous que je suis franc-maçon? Oui? Non? J'ai un doute. Vous avez 1 minute. Qu'est-ce qu'il vibre comme ça? Je vote pas. Ah, quand même! Ah, quand même! Ah, quand même! T'étais prof de maths, t'utilisais un compas tout le temps. Ça. Attendez. Faut que je mette le sondage quelque part. Oula. Je vais mettre le chat là, vite fait. Moi, je vote pas, hein. T'en parles trop pour être franc-maçon. Je vous dis pas, hein. Allez. Ouais, c'est bientôt fini. J'ai un doute, hein. Alors, il n'y a que un quart du chat qui pense que je suis franc-maçon, mais il y a quand même 37% du chat qui a un doute, hein. Et seulement 37% sont en mode non, il est pas franc-mac, Ok. D'accord. Bon, ok. Je commenterai pas. Non mais premier degré, hein, il y a tout un tas de manières d'attaquer le gros blaireau qu'on vient de regarder. Je pense pas que lui dire il fait partie de la caste des francs-maçons, ce soit forcément le plus pertinent. Mais peut-être un peu. Voilà. À ce moment-là, il faut parler de la caste de Sciences Po, y compris pour les gauchistes que vous aimez bien. Voilà. Parce que c'est entre-soi de personnes en fait qui sont connectées depuis très longtemps de par leurs études prestigieuses. C'est un fait. Hein. C'est avéré, ça existe pour de vrai. Mais là, bon, voilà. Nicolas Sarkozy, vendredi après le jugement, est allé déjeuner dans un restaurant italien à Paris. Lorsqu'il est sorti, tous les gens, ou lorsqu'il est entré, tous les gens se sont levés et l'ont applaudi fortement. On dirait les shitposts des gens qui mentent, qui sont en mode genre, quand j'ai dit ça, tout le monde s'est levé pour m'applaudir. Oh, waouh. Ce menteur, quoi. Ah, non, peut-être c'est arrivé, hein. Il était dans un restaurant d'immense Bourges et tout le monde l'a applaudi en mode genre, ah oui, on adore Sarkozy, hein. On adore Sarkozy. C'est grave si c'est arrivé, c'est grave s'il ment. Dans tous les cas, c'est très grave. Source, ouais. Monsieur est journaliste quand même, hein. J'aimerais une source. Entré chez lui avec ses 3 garçons qui étaient là, et puis la petite Julia est arrivée. Elle a un peu pleuré.
Ce qui est bien normal, elle a 13 ans, je crois, et le président Sarkozy... Kadhafi, arrêtez de me saouler avec ce mec. Voilà. Julia Sarkozy, elle a quand même prononcé cette phrase sur TikTok pendant un live. Sarkozy lui dit, mais tu es une Sarkozy ou tu n'es pas une Sarkozy? Et sa fille, dans ces cas-là, les larmes ont un peu séché. Donc il parle de ça avec une belle voix douce et un petit sourire. Moi, je trouve ça très beau. Gros, qu'est-ce que tu fais à être journaliste politique? T'aurais dû être un journaliste people, frérot. Fallait bosser chez Gala, avec des paparazzis. Les dernières vacances de Sarkozy et Carla Bruni. Regardez, on a pris des photos sur un jet ski. C'est ça qu'il aurait aimé faire. Ça se voit, il a goût à ça, il a cœur à ça. Effectivement, autour de Nicolas Sarkozy, une famille, un clan, et tout le monde le voit d'ailleurs, et ça fait aussi sens. Forcément, les gens se rendent compte de cela et ça les touche. Il est allé au Parc des Princes samedi soir. Lorsqu'il fait un footing, comme tous les jours, il est arrêté quasiment tous les 2 mètres. Et les gens lui apportent son Non mais affection. ça touche les gens parce qu'en fait, on se dit si on met fin... Pourquoi ça touche les gens? Attendez. Donc on rappelle qu'on est sur Europe 1, radio du groupe Bolloré, propagande d'extrême droite. Si on met fin à la présomption d'innocence, alors on est tous en danger. Mais il y a pas... Qu'est-ce que ça met fin à la présomption d'innocence? Ils racontent n'importe quoi. Donc là, ils analysent ça comme la fin de la présomption d'innocence. Si Sarkozy tombe au juge rouge, c'est toute la France qui est menacée. C'est ça le discours, quoi. C'est bien pire que ce que je croyais. Hein. Non seulement ils sont extrêmement teubés, mais en plus, l'agenda politique qu'ils avancent derrière à coup de mensonges et de déformation de la réalité, c'est très très grave. Hein. J'avais pas réalisé que c'était à ce point-là, hein, que c'était de la zinzinerie pareille. Hein. Donc oui, c'est un journaliste sportif à la base, Pascal Praud, tout à fait, hein, notamment dans le football. Je veux dire, en vérité, peut-être qu'il serait encore plus s'il avait été journaliste people, quoi. C'est ça que je voulais dire. Ouais, donc du coup, on va passer à la suite, là, après toute cette zinzinerie, après tous ces gens qui disent absolument n'importe quoi et qui volent à la rescousse de Sarkozy comme des bons petits toutous, là. On va les regarder. Fabrice Arfi de Mediapart, donc un des mecs qui est vraiment derrière toute cette enquête depuis 12 ans, un truc comme ça, rétablir un peu la vérité, remettre un peu l'église au milieu du village, quoi. Fabrice Arfi, cette note, c'est vous qui l'avez dévoilée dans un article dont vous étiez le co-auteur il y a maintenant 13 ans, chez Mediapart. Une note en arabe, elle est datée du 9 décembre 2006. Elle porte la signature, on la voit à l'écran, la signature du chef des services des renseignements extérieurs libyens qui s'appelle Moussa Koussa. Que contient-elle et pourquoi est-elle si importante ? Alors, c'est une note que nous avons révélée en avril 2012, alors que ça faisait déjà 1 an qu'on faisait des révélations sur l'affaire libyenne. Le premier article de Mediapart qui était titré « Sarkozy-Guéant, le grand soupçon libyen » date de juillet 2011, donc c'est pas... Et c'est même plus que ça, il y a 14 ans. 14 ans à enquêter là-dessus. Hein. C'est pour ça, ils sont en mode genre « Ah, tout est faux ils ont aucune preuve ». Il y a 14 ans d'enquête derrière cette condamnation. 14 ans d'enquête, quoi. L'article qui lance l'affaire. Elle est importante, cette note, parce qu'elle est conforme à une décision du régime Kadhafi de financer la campagne présidentielle à venir de Nicolas Sarkozy à concurrence de 50 millions d'euros. Ça ne veut pas dire que 50 millions d'euros ont été versés, mais j'y reviens, parce que de l'argent a effectivement été versé, comme l'a reconnu le tribunal de Paris, pour financer la campagne. Mais il n'est pas arrivé sur les comptes de campagne de Nicolas Sarkozy. Attendez, tu le laisses dérouler un petit peu, là ? C'est compliqué les affaires comme ça. Hein. Surtout que Sarkozy il a été condamné pour avoir été à la tête de l'association de malfaiteurs, mais il y a d'autres qui ont été condamnés, si je dis pas de bêtises, pour avoir fait circuler de la thune dans le bousier. Hein. Je vais préciser tout ça, mais c'est la note qui surtout révèle un élément fondamental, à savoir une rencontre secrète à Tripoli entre Brice Hortefeux, ministre délégué de Nicolas Sarkozy. Donc Brice Hortefeux et Claude Guéant, je crois que c'est ces deux-là. Ouais, ils ont été condamnés aussi à des peines assez lourdes dans le même procès, quoi. Voilà. Quand il était ministre des collectivités territoriales françaises, avec un terroriste condamné par la justice française, un homme qui a été à l'origine d'un attentat qui a fait 170 morts. Abdallah Senoussi. Abdallah Senoussi, qui a fait sauter un avion de ligne. C'est plus que le Bataclan en nombre de morts. Rien que ça, la droite, quoi. La droite qui sont vent debout contre le terrorisme. Il faut être vent debout contre le terrorisme. Le terrorisme, c'est mal. Voilà, je le précise au cas où. Hein. Je le précise au cas où. Mais donc ils sont vraiment en mode genre, oh non, le terrorisme, c'est vraiment ce qu'il y a de pire. À côté de ça, quand Brice Hortefeux va rencontrer un gars qui a été condamné pour un attentat qui a tué 160 personnes, ils sont en mode genre, c'est honteux, c'est la République qui est attaquée par les juges rouges. Mais quand même, le niveau de dinguerie, quoi. Contre secrète est l'un des fondements de la condamnation pour association de malfaiteurs, notamment de monsieur Sarkozy. 14 ans d'enquête, moi, ça veut rien dire, ça peut être bien 14 ans à rien faire. Il me semble pas que c'est 14 ans à rien faire côté
enquêteurs et côté Mediapart. Hein. Après, je sais pas, je lis Mediapart depuis un petit bout de temps, il y a eu tout un tas d'articles et tout un tas de travail qui a été fait, ils n'ont pas passé 14 ans à rien foutre. Hein. Nicolas Sarkozy. Après, peut-être qu'en fait, ça fait 14 ans que les enquêteurs et les journalistes enquêtent sur ça, mais ils se branlent la nouille et puis ils font semblant, et puis que cette condamnation de justice, en fait, il n'y a aucune preuve derrière et c'est juste pour se faire Nicolas Sarkozy, parce que les juges sont tous des gauchistes. Peut-être, hein, mais ça paraît être quand même très très éloigné de la réalité quand on regarde un petit peu tous les éléments et qu'on s'intéresse à l'affaire, quoi. Il y a 400 pages dans le dossier. Dit que cette note est un faux. Il s'appuie d'ailleurs sur les mots de la présidente au moment de prononcer le jugement la semaine dernière, qui dit qu'il n'y a aucun élément qui a permis de corroborer le contenu de la note qui apparaissait déjà fragile. Je cite les mots de la présidente du tribunal. Le plus probable est que ce document Mediapart soit un faux. Est-ce que vous êtes trompé ? Alors non, ce document n'est pas un faux, mais ça n'est pas moi qui le dis. En fait, Nicolas Sarkozy a déposé plainte pour faux contre Mediapart. Il y a eu procès, il vous a attaqué pour faux. Il y a eu une enquête pendant 4 ans, une enquête très poussée qui a recueilli des témoignages de militaires français, de diplomates français, d'agents du renseignement français, mais aussi qui a mobilisé des expertises techniques, une expertise graphologique qui dit que la signature est de la main de Moussa Koussa, que la signature est authentique. Ouais. Il y a une expertise scientifique qui a dit qu'il y avait une matérialité de la note, qu'il y avait un support papier, que le vieillissement du papier correspondait à la date, que les encres sont authentiques. C'est si vrai. Il y a eu procès, enfin vous avez raison, il y a eu procès en appel, vous avez gagné au procès en appel. Il y a eu cour de cassation sur cette affaire. Et la cour de cassation dit à la fin, elle a écarté l'accusation lancée par Nicolas Sarkozy. Elle dit ce n'est pas un faux, mais on ne peut pas dire pour autant avec certitude qu'il s'agit d'un vrai. C'est là qu'on voit que la justice c'est un peu compliqué. Hein. Là je sais pas, j'ai pas d'avis là-dessus. Donc c'est pas un faux, mais c'est pas un vrai non plus. Parce que la justice... On n'est pas plus avancé à ce moment-là. La justice a dit, et il faut être prudent dans l'expression, il y a ce qu'on appelle en droit une autorité de la chose jugée. Cette note est, selon la justice... C'est pas le rôle de la justice de dire que c'est un vrai. Bah, attendez. Française, ni un faux matériel, ni un faux intellectuel. Ouais. C'est si vrai qu'elle a révélé une rencontre secrète qui a existé et qui est au fondement de la condamnation. Mais il y a un débat... pour dire que la Cour de cassation n'a jamais dit qu'il s'agit d'un vrai. La justice est saisie pour dire si c'est un faux. Oui, elle n'a pas été interrogée pour savoir si c'était un vrai. Mais non, mais ok, d'accord. Donc la justice a été saisie pour dire est-ce que c'est un faux ? La justice a tranché en Cour de cassation comme il disait. Ils sont en mode genre non, c'est pas un faux. Mais du coup, elle l'a pas tranché pour dire oui, c'est un vrai. Ah ouais, c'est les trucs de magistrat, quoi. C'est vraiment les trucs de justice. Hein. C'est un peu compliqué le droit quand on n'est pas habitué. C'est... Voilà, on peut très bien prendre un truc et lui faire dire ce qu'on veut, et c'est ce qu'ils font dans les médias. Donc là, du coup, ils sont tous là à se balader en disant en fait, il y avait une note de Mediapart depuis le début, c'était un faux. Ça veut dire que Mediapart veut couler Sarkozy et a orchestré tout ça et fait du mensonge. Alors que non, en fait. On sait que c'est pas un faux. Mais on sait pas si c'est un vrai non plus. Voilà. En fait, la justice est saisie pour dire... C'est compliqué. Mais non, mais c'est le droit. Oui. La justice ne peut pas dire elle est authentique. Elle dit il n'y a rien qui permet de dire que c'est un faux matériel et un faux intellectuel. En revanche, et nous le disons depuis des années, il y a probablement une erreur dans la date. C'est ce que j'allais vous demander. Il y a une date sur ce document qui n'est pas la date du document, mais la date qui est... De la réunion avec le terroriste. Ziad Takieddine, Brice Hortefeux. Il est inscrit qu'elle aurait eu lieu le 6 octobre 2006. Ouais. Ce jour-là, Brice Hortefeux était non pas à Tripoli, mais à Clermont-Ferrand, ce qui n'a pas grand-chose à voir. Comment expliquer une erreur de date comme ça sur un document aussi important ? Alors, d'abord, la justice a dit que la probabilité de la réunion à cette date-là n'est pas établie, mais n'est pas impossible. La présidente dit cette expression malheureuse, probablement faux, qui ne veut rien dire en droit, en disant comme la date ne correspond pas à une réunion qui a pu matériellement se passer pour Brice Hortefeux, elle est probablement faux. Ce que nous disons depuis des années, c'est qu'il y a très souvent dans les documents administratifs libyens des erreurs de date. Pourquoi ? Et c'est important de l'expliquer. Parce qu'il y avait plusieurs calendriers en cours. Muammar Kadhafi... Mais c'est fou parce que là, sur les 11 minutes 30, il va y avoir la moitié sur ce document, est-il un faux, etc. C'est un petit peu long à expliquer. Mais c'est bien là qu'on voit que tout ça, c'est qu'une réaction à la contre-offensive du camp sarkozyste, qui du coup prend ce truc-là sur la base d'une citation tronquée de la juge et pas sur la base du dossier concret, essaye de dire regardez tout ça est faux quoi. Et donc du coup ça prend la moitié du passage sur BFM TV à Fabrice Arfi pour dire non c'est plus compliqué que ça, je vais vous expliquer quoi. Voilà, les documents c'est une ligne sur 380 pages de jugement et justement la décision des juges ne prend même pas ce document en compte pour avoir quand même fait avoir pris cette décision et avoir fait cette condamnation quoi. Ce qui veut signifier quelque chose, c'est qu'en fait ce document là, que ce soit un faux ou en vrai, on s'en bat les couilles, il n'y a même pas besoin de ce document pour justifier la condamnation de Sarkozy, au vu de tout ce qu'il y a dans le dossier, quoi. C'est ça que ça veut dire.
arrivé au pouvoir en 69, c'est un fou de la Révolution française. Et il a imposé un calendrier révolutionnaire, une sorte de thermidor libyen, qui a d'ailleurs changé plusieurs fois, qui rendait folle son administration quand il s'agissait de convertir en calendrier chrétien les événements du calendrier révolutionnaire kadhafiste. Ok, ah ouais, d'accord. Donc il y a plein de dates qui sont foireuses. C'est un petit peu comme avec le calendrier en Russie. Au moment de la révolution d'octobre, la révolution bolchevique de 1917, quand on dit révolution d'octobre, c'est avec notre calendrier à nous, le calendrier grégorien, je me souviens plus, georgien là, je me souviens plus. Et avant, il y avait un autre calendrier, où je crois que c'est le calendrier julien, je sais plus. Grégorien, c'est ça. Nous, on utilise le calendrier grégorien. Il y avait un autre calendrier qui était utilisé en Russie en 1917, ce qui fait que quand on regarde le calendrier russe de l'époque, je crois que c'est le calendrier julien, mais je suis plus tout à fait sûr. Et ben en fait, la révolution d'octobre, ok, c'est bien ça, c'est calendrier julien. Selon le calendrier julien qui était en vigueur dans la Russie de 1917, en fait, la révolution d'octobre, c'était début novembre. Quand on lit des trucs de l'époque, ils sont en mode genre, oh, le 3 novembre, nous avons pris le palais d'hiver. Le 3 novembre, mais je crois que c'était la révolution d'octobre. Et c'est parce qu'en fait, selon le calendrier julien, en réalité, la révolution d'octobre, c'était en novembre, quoi. Voilà. Donc, c'est très fréquent qu'il y ait des erreurs de date dans des documents libyens. Mais c'est pas parce qu'il y a une erreur de date que ça en fait un faux. A fortiori pour une réunion qui a vraiment existé. Et ce qui est en train de se passer, ça n'est rien d'autre qu'une manœuvre de diversion de M. Sarkozy et de son clan comme un chef de chorale médiatique qui dit « regardez ici » pour qu'on ne regarde par là. Et qu'est-ce qu'il y a là ? La présidente du tribunal, elle n'est pas manipulée par Nicolas Sarkozy. Mais je ne dis pas ça. Oui. Je dis qu'il y a une phrase malheureuse de la présidente du tribunal et des assesseurs qui vont à l'encontre de l'autorité de la chose jugée et qui dit cette phrase sur la foi d'une erreur de date. Une erreur ne fait pas un faux. Ce qu'on essaye de cacher avec cet écran de fumée, comme si, quand même, Mediapart était l'accusé de cette affaire. Vous n'êtes pas accusé, Fabrice Arfi. Je vous pose des questions qu'on se pose sans doute parce qu'on les voit passer partout. Ah oui, non, il ne parle pas du présentateur. Je ne me souviens plus comment il s'appelle, ce présentateur. Mais oui, quand on voit toute la contre-offensive, les extraits qu'on a regardés avant, il y a un discours qui est dominant totalement dans la droite française et les défenseurs de Nicolas Sarkozy, c'est de se dire Mediapart, ces factieux veulent se faire, par esprit de revanche, Nicolas Sarkozy, et c'est eux qui tirent les ficelles derrière la justice, quoi. En vrai, évidemment qu'il y a ce discours à droite, on vient de le voir juste avant, quoi. Pas de vous. J'en ai plein d'autres à vous poser. De toute façon, sans ça, il n'aurait pas posé toutes ces questions, ils n'auraient pas passé 5 minutes 34 pour dire est-ce que votre document c'est un faux, quoi. Si c'est. Voilà. Je parle pas de vous. Oui, allez-y. Bon, cette note, vous la publiez, vous, à Mediapart, le samedi 28 avril 2012. Attendez, parce que c'est l'interview en intégralité de Fabrice Arfi, journaliste à Mediapart, hein, c'était écrit dans le titre. Ils vont passer toute l'interview en intégralité à juste parler de cette note ? Je suis un peu déçu, moi je pensais qu'ils allaient parler un petit peu plus aussi au fond du sujet, de ce que ça veut dire ces attaques contre les juges. Bon, ok. C'est pas une date anodine, on est pile poil entre les deux tours de l'élection présidentielle. Nicolas Sarkozy est candidat, il est finaliste, il va affronter François Hollande quelques jours après. Pourquoi à ce moment-là ? Alors, depuis combien de temps vous l'aviez cette note ? Comme je vous l'ai expliqué, notre premier article date de juillet 2011 sur l'affaire libyenne. Est-ce qu'on est en campagne électorale à ce moment-là ? Non, mais le 28 avril, on est au milieu. Enfin, on est en fait, on publie des informations quand les vérifications sont faites. Imaginez que... Alors c'est vrai que c'est un calendrier qui nous a été désagréable. Mais est-ce qu'il aurait fallu retenir la publication de cette note parce qu'il y avait l'élection présidentielle ? Vous vous êtes posé la question à ce moment-là ? Mais bien sûr, on s'est posé la question. En disant, là, comme c'est quand même potentiellement explosif... Mais bien évidemment, mais imaginez le crime journalistique de retenir cette information, d'attendre l'élection présidentielle pour la publier. Regardez là. Ah, une belle brochette de droitard là. Hein. Laurent Wauquiez et Brice Hortefeux assis l'un à côté de l'autre. C'est une vision des enfers ce truc-là. Hein. 28 avril 2012, à une semaine du second tour, que vous avez eu la preuve selon vous qu'elle était exacte. Vous n'avez pas gardé sous le coude. Non mais pardon, mais qu'est-ce qui vous permet de penser ça ? Parce que vous savez que cette date-là, on est dans une période en plus où le temps de parole est géré, les candidats ne peuvent pas s'exprimer. Très peu, c'est l'égalité mais nous avons fait notre enquête, nous avons guillemets, il ne pouvait pas répondre aux accusations à ce moment-là. Mais bien sûr que si, il a répondu, on a contacté l'Élysée, on a contacté tous les acteurs. Pas dans les médias audiovisuels, vous savez, c'est la période d'égalité entre les deux tours de la présidence. Nicolas Sarkozy s'est exprimé dans la foulée pour annoncer un dépôt de plainte contre Mediapart, qu'il a qualifié d'officine de la gauche, alors que... Regardez le bandeau, Mediapart, média militant. Le journaliste là, c'est Marc Fauvel, j'avais oublié son nom. Il est en mode genre ah non, mais on n'accuse pas Mediapart de faire quoi que ce soit, c'est pas nous on accuse de rien quoi. Et le bandeau qui suit juste après, c'est Mediapart, média militant pour l'interrogation.
Ils se foutent de la gueule du monde. Ils se foutent de la gueule du monde. Non, on vous accuse de rien. Mais le bandeau pendant l'interview, c'est Mediapart, média militant pour l'interrogation. Waouh. Les mois qui allaient suivre, nous révélons le compte en Suisse du ministre socialiste du budget, Jérôme Cahuzac. Ouais. Bon, donc en fait, là, ce qui est en train de se passer... Jérôme Cahuzac avait pris 2 ans de prison à l'époque. Bon, à peine aménageable parce que c'était 2 ans, etc. mais... Ouais. Et oui, voilà, BFM, c'est pas un média militant à ce compte-là. Bon, allez, c'est bon. C'est une inversion de la réalité dans un moment trumpien qui est en train de s'écrire sur le dos de l'affaire libyenne pour faire oublier une chose. Voilà. Et une seule. Moi, c'est ça, je voulais. Je m'en fous. Toute cette histoire de la note, je pensais pas qu'ils allaient passer les 2 tiers de l'interview dessus. Ça fatigue un petit peu, quoi. C'est que le tribunal de Paris a reconnu coupable Nicolas Sarkozy, Brice Hortefeux et Claude Guéant d'association de malfaiteurs, d'avoir négocié à l'automne 2005 avec un terroriste condamné par la France, Abdallah Senoussi, le numéro 2 du régime, un pacte corruptif, c'est écrit noir sur blanc dans le jugement, dont le but était le financement illégal de la campagne de 2007. Nicolas Sarkozy... Voilà, merci, c'est ça que je voulais. C'est pour ça que je voulais regarder un petit bout de Fabrice Arfi, qui rappelle un peu le fond de l'affaire, quoi, et qui remette un peu l'église au milieu du village, comme je disais. C'est fou, hein. On voit bien que, avec cette interview de BFM TV, ils ont perdu les 2 tiers de l'interview dans des trucs hyper techniques, alors qu'en vrai, ils auraient pu passer 2 fois moins de temps dessus, quoi. Dit, et ça a été répété sur tous les plateaux, qu'il est condamné pour un projet. Non. Le tribunal dit qu'en exécution du pacte corruptif, le régime de M. Kadhafi a versé 6,5 millions d'euros, dont 2 millions du terroriste Senoussi, qui sont arrivés dans les poches des intermédiaires de l'équipe Sarkozy. Je n'ai pas terminé. J'ai même pas eu le temps de vous poser la question. La contrepartie de ce pacte corruptif, d'après le tribunal de Paris, c'est la promesse faite par l'équipe Sarkozy de regarder la situation pénale du terroriste en France qui était recherché par la justice française pendant que M. Hortefeux et M. Guéant le rencontraient secrètement à Paris. Est-ce qu'on mesure à Tripoli, est-ce qu'on mesure la gravité de ce qui est décrit par le tribunal de Paris? Voilà, c'est ça que je voulais entendre. C'est quand même fou, quoi. C'est quand même fou. Donc ils ont fait une association de malfaiteurs avec un pacte corruptif avec la dictature libyenne de Kadhafi. Et en échange de tunas de la part de la Libye, ils acceptaient de fermer un peu les yeux sur un terroriste recherché par la France. Voilà, c'est de ça dont on devrait parler. C'est ça le scandale. C'est ça l'humiliation de la France. C'est pas les juges qui rendent une décision de justice, quoi. Et là, ils sont là en mode genre, oui, mais peut-être que le document, il était un peu faux, il y a un problème dans la date. Ça, c'est pas faux, c'est avéré directement par le tribunal, quoi. Voilà, c'est ça que je voulais entendre. C'est pour ça que je voulais regarder Fabrice Arfi. Reparler un peu du fond de l'affaire et de la gravité des faits qui sont d'ores et déjà avérés et pourquoi Nicolas Sarkozy a été condamné. Et en fait, Monsieur Sarkozy... Pardon, vous avez raison, mais ce jugement tel que vous l'expliquez là, il a Vous avez raison, mais... été expliqué dans ces termes sur ce même plateau. Non mais je parle pas de BFM. Je parle pas de BFM. Je dis l'opération de Nicolas Sarkozy qui est en train de faire quelque chose de très simple. Nicolas Sarkozy, hier, vous l'avez sans doute lu comme nous dans l'interview au JDD, dit l'officier de police judiciaire qui enquêtait sur moi likait les articles de Mediapart et par ailleurs, à chaque fois qu'il y avait une audition chez un... Likez les articles de Mediapart. Sur quels réseaux sociaux? Sur les réseaux sociaux. Sur x.com, les likes sont invisibles depuis qu'il y a Elon Musk. Donc... Ah, c'est ça le niveau de l'argument, genre. Le niveau de l'argument. Ça like des trucs. Au pire, elle fait ce qu'elle veut, non? Magistrat, par exemple, je l'apprenais... Quand il y a des militaires néo-nazis qui prennent des photos dans des casernes avec des croix gammées tatouées sur le pectoral, ils s'en battent les couilles. Ils sont en mode genre, il faut séparer l'homme de l'artiste. Je dis ça parce qu'il y a eu vraiment des enquêtes, je crois que c'était Street Press qui avait fait tout un article là-dessus, avec des militaires ouvertement néo-nazis qui avaient pris des photos dans des casernes où tu vois leur tatouage néo-nazi, quoi. Et personne n'en a parlé, tout le monde s'en bat les couilles parce que bon, c'est sa vie privée en fait. Tant qu'il fait son travail de militaire, on s'en fiche. Ok, alors là par contre, il semblerait, source, le gros cul de Nicolas Sarkozy, que peut-être une juge ait liké un article de Mediapart une fois dans sa vie. Et c'est la démocratie qui tombe pour eux, quoi. Non mais c'est n'importe quoi. Quasiment en lisant Mediapart. Alors non, quand il y a Est-ce qu'il y a, pour répondre aux accusations qu'il a lancées contre vous, un complot, la justice ou la police et Mediapart pour le faire tomber? Non mais c'est le mot qu'il utilise. Mais parce que Nicolas Sarkozy... C'est un peu complotiste, je trouve, ce que dit Monsieur Sarkozy, quoi. La question des journalistes. Est-ce que vous êtes d'accord avec Nicolas Sarkozy pour dire que c'est un complot fomenté par Mediapart? Et après, ils sont en mode genre, non, on n'a jamais accusé Mediapart. Hein. Non, vous accusez de rien, vous posez les questions qui sont littéralement les éléments de langage de Nicolas Sarkozy. Hein. C'est grave quand même. Hein.
C'est grave. Salut Archie, j'avais pas vu. Mediapart, c'est le journal de gauche que même certains droitards aiment bien parce qu'ils font des enquêtes. Même s'ils n'aiment pas toutes les enquêtes. Bah ouais, il y a certains trucs où en termes de journalisme d'investigation par rapport à la délinquance en col blanc, ils font un taf de zinzin, Mediapart, hein, et c'est pour ça qu'on les soutient, évidemment. Il est un multi-condamné. On est en train de parler d'un homme, qui a été définitivement condamné pour corruption. D'ailleurs, il a assisté... Il a fait appel. Non, dans l'autre affaire, dans l'affaire Paul Bismuth. Non, dans l'affaire Bismuth, il a corrompu un magistrat. Il est définitivement condamné. Au regard du droit français, c'est un délinquant. Donc il ne doit plus s'exprimer dans la presse. Mais pas du tout. Non, bon. C'est pas du tout. C'est si vrai qu'il a assisté au procès libyen avec un bracelet électronique au pied. Quand même, la situation, quoi. Un ancien président de la République, condamné à son procès, il assiste au procès avec déjà un bracelet électronique à la cheville parce qu'il était définitivement condamné dans une autre affaire. Il y a 4 affaires en cours là actuellement. Et tout le monde prend sa défense comme quoi c'est la République qui tombe suite à cette condamnation. Mais genre, on est chez les fous là, on marche sur la tête. Ils ont pris de la drogue ou quoi la droite ? Il a été condamné en première instance et en appel pour le financement illégal de sa campagne en 2012, c'est l'affaire Big Malion, où on a découvert d'ailleurs qu'une campagne présidentielle, ça pouvait coûter 46 millions au lieu des 20 millions autorisés. Et là, dans autorisés. l'affaire Libyen, il est présumé innocent puisqu'il a fait appel. Bien sûr, mais il vient d'être condamné pour association de malfaiteurs. Ce qui est en train de se passer. J'ai juste hâte qu'il y ait le procès en appel sur l'affaire libyenne, puis après qu'il y ait le procès en cassation, et qu'à la fin, ils ferment bien un peu leur gueule, quoi. Parce qu'il y a un moment donné, ça sera dans longtemps, mais peut-être dans 10-15 ans, il y aura un consensus pour dire que Sarkozy était un mafioso au plus haut niveau de l'État, et plus personne ne pourra dire le contraire, parce qu'il sera multi-condamné en cours de cassation définitivement sur 12 affaires différentes. Vous voyez ce que je veux dire ? Enfin, il y a des chances pour que ça arrive. Il est présumé innocent, ou qu'il n'est pas définitivement condamné, etc., etc. Mais je pense dans 10-15 ans, ce discours-là, il aura évolué, quoi. Et je veux dire, tous ces mafiosos de première qui sont volés à la rescousse du soldat Sarkozy, ils vont bien passer pour des cons, hein. Après, il a 70 ans, oui, mais on verra. Justice sera faite. Ce qui est en train de se passer... L'histoire se souviendra de tout ça, hein, et ricanera. Hein. Voilà. Et le chef de chorale médiatique, qui est Nicolas Sarkozy, il est en train de faire quelque chose de très grave. Et toute la cohorte de ses soutiens avec. C'est attaquer en démocratie 2 piliers de notre République. 1, la justice indépendante. 2, la presse libre. Et donc, c'est ce que je disais tout à l'heure. Ça, c'est des trucs, ce qu'il appelle les piliers de la démocratie. C'est des contre-pouvoirs qui sont absolument nécessaire si tu veux pas vivre dans une dictature, littéralement, quoi. Moi, je suis ici pour dire qu'il n'est la victime d'aucun complot, pour répondre à votre question. Et il y a des vraies victimes dans cette affaire, qui ont été reconnues par le tribunal de Paris. Ce sont les familles de victimes du DC10, du TA, orchestrées par le même... dont le tribunal a dit qu'elles avaient subi un préjudice à cause des tractations et du pacte corruptif noué à Tripoli. C'est si vrai que Nicolas Sarkozy, solidairement avec messieurs Hortefeux et Guéant, vont devoir lui verser à toutes ces familles des dommages et intérêts. Est-ce qu'on mesure... Pourquoi on parle jamais de ça ? Donc ça veut dire qu'ils ont été condamnés à verser des dommages et intérêts à des familles de victimes d'un attentat terroriste. Ils sont en mode genre, c'est honteux, il aurait pas dû être condamné, c'est quand même le président de la France. Mais genre vraiment, on se rend compte de quoi on parle ? Pourquoi il faut attendre les dernières minutes de l'interview de Fabrice Arfi sur BFM TV pour entendre parler de ça, quoi. Ça passait 25 minutes sur la note, est-ce que c'est info, est-ce que c'est pas info. Là, c'est le ballet des défenseurs de Nicolas Sarkozy dans les médias qui racontent absolument n'importe quoi, alors qu'on devrait juste rappeler à tout le monde, effectivement, que Brice Hortefeux, Claude Guéant et Nicolas Sarkozy ont d'ores et déjà été condamnés à verser de l'argent en réparation de cette affaire à des familles de victimes du terrorisme. Allô ? Ça fait du bien de voir Arfi s'énerver, j'avais trop l'impression que c'était un robot. Oui, bah là, on sent bien qu'il est en mode, mais attendez, ça fait 14 ans qu'on bosse sur cette affaire, enfin justice est faite, si vous nous cassez les couilles à raconter n'importe quoi et vous vous attaquez au juge dans un grand élan autoritaire, quoi. Normal qu'il commence à vriller un peu. Hein. Sur la gravité. Est-ce qu'on imagine que 6 ans après les attentats de 2015 à Paris, des hommes du ministère de l'Intérieur, sous l'autorité du ministre, vont aller négocier avec un djihadiste en chef en Syrie le financement de la future campagne électorale avec Daesh, par Daesh, et qu'en retour, on va promettre de regarder la situation pénale du djihadiste et que des fonds vont être effectivement versés. Est-ce qu'on va faire le débat pour se demander si la justice n'est pas quand même un peu militante contre les djihadistes ? Sérieusement, on en est là dans le débat public en France ? Dis bien. Là, je crois qu'on peut le dire, les termes ont été dits. Hein. Merci, alors, on va arrêter de parler. Là, vous faites une trop bonne prestation, monsieur. Cassez-vous. Non, en vrai, voilà. J'étais frustré parce que pendant les 2 tiers du truc, ça parlait de la note. Moi, c'est ça que je voulais entendre. Voilà, je voulais Fabrice Arfi qui dit un peu les termes. Parce que maintenant qu'on a vu ça,
on va pouvoir comparer ça à la défense du RN et des Républicains pour voir la gravité de ce qui est en train de se tramer avec cette défense de Sarkozy, en fait. C'était le but. Merci beaucoup. Merci à vous. Arfi d'être venu défendre ce point de vue ce soir sur ce les plateau. faits. Vous avez Je rappelé défends les faits. J'en ai rappelé d'autres. Je défends les faits. Aussi, j'essaye aussi. Je vous assure. J'essaye aussi. Merci. Eh ben, tu le fais mal. Fabrice Arfi le fait mieux que toi. Alors, rappelle que là, c'est un journaliste en face d'un journaliste. On se dit, ah oui, l'invité sur BFM TV, ne serait-ce que la mise en scène. Monsieur a une cravate à droite, lui, il est venu avec une petite chemise sous sa veste, un peu plus détente. Mais là, en vérité, c'est deux journalistes. Hein. C'est un journaliste, bon, d'une chaîne de télé, mais c'est un journaliste quand même, qui interroge un autre journaliste. Et donc là, on a presque l'impression qu'effectivement, c'est monsieur le militant de Mediapart interviewé par monsieur le journaliste. Alors que c'est pas ça qui se passe. En vérité, Fabrice Arfi est plus journaliste même que Marc Fauvel quand tu regardes concrètement le travail qu'il fait, et notamment le travail d'investigation qu'il fait, quoi. Donc il y a vraiment ce côté-là où il y a une espèce de mise en scène et presque de décorum sur BFM TV. Voilà, c'est la force du dispositif médiatique exactement. Où le Français moyen qui va regarder ça, il va se dire, c'est qui lui interviewé par un journaliste? Alors que le plus journaliste des deux, c'est Fabrice Arfi, quoi. C'est chaud, quoi. Avec sa veste d'islamo-gauchiste. C'est chaud, hein. Fake news is the new journalisme. Bah oui, il parlait de moments trumpiens pour parler de ça. Parfois, on parle de post-vérité. C'est hallucinant ce qui se passe, hein. C'est hallucinant. Merci. Fabrice Arfi, Mediapart, d'être venu ce soir sur le plateau de 60. Oui, bon, ok. Voilà, il se barre en mode allez, merci, je me casse. Bref. Et donc, maintenant qu'on a vu ça, ça va être intéressant de regarder un petit peu les réactions. Donc, j'ai un communiqué des Républicains par le truchement de Bruno Retailleau, quand même, ministre de l'Intérieur démissionnaire. J'ai un petit coup de Sébastien Chenu à BFM TV. Et j'ai Marion Maréchal et tout. Donc, voilà, on va parler un petit peu de ça maintenant. La défense à la fois plus politique de LR et des Républicains. Et de voir à quel point on voit cette espèce de convergence entre ces deux formations politiques, quoi. Donc les Républicains se sont fendus d'un communiqué. Donc je rappelle que Bruno Retailleau, c'est le ministre de l'Intérieur démissionnaire, etc., etc. Mais Bruno Retailleau, c'est aussi le président de LR. Hein. C'est le président de LR. Et donc, Bruno Retailleau, en qualité de président des Républicains, a fait ce communiqué. Par son énergie et sa détermination, Nicolas Sarkozy a beaucoup apporté à la France. Bof, déjà, je doute. Hein. Alors qu'est-ce qui se passe ? Attends, je lis le message de Pépita. Hors sujet, mais en termes de justice, qui parfois fait son taf, le père incestuel de ma pote a pris 15 ans avec 7 ans de sûreté. Ah, mais c'est l'affaire, ça fait longtemps qu'on en avait parlé. C'est il y a quasiment 1 an que tu étais venu sur le chat commencer à parler de ça. Ça veut dire que ça traînait en justice et que c'était vraiment rude, quoi. Donc là, c'est bon, le procès a été rendu, et du coup, il a pris 15 ans, dont 7 ans de sûreté. Ok, donc justice a été faite un peu sur cette histoire. Ça doit être un soulagement, en vrai. Hein. Ah cool, bah force à ta pote et force à tous ceux qui ont dû traverser toutes ces épreuves judiciaires, c'est vraiment pas facile. 10 ans de procédure, voilà. Putain, ça doit être un sacré soulagement, hein. Waouh, bah force à toi et force surtout à ta pote en l'occurrence, mais ok. Comme quoi, voilà. Et là, on voit aussi là que c'est le temps long de la justice, quoi. Pour des affaires comme ça, de viol incestueux, c'est quand même très très grave. Il faut 10 ans à se battre pour que la justice puisse à la fin se faire, quoi. Et donc là, on est sur une peine qui est quand même lourde, 15 ans ferme avec 7 ans de sûreté, quoi. Ok. Il y a encore le risque d'appel, certes. Du coup, il a un mandat de dépôt ? Ouais, 7 ans de sûreté, j'imagine que c'est ça. Ok, bon bah courage parce que c'est pas fini, il y a encore l'appel et peut-être après la cassation. Mais bon, ça doit quand même être déjà un premier soulagement. Voilà, même si c'est qu'une condamnation en première instance et qu'il y a encore l'appel à faire, c'est pas rien. Force à ta pote. Je ne sais pas ce que c'est que le super profit. Merci LOL23. Merci pour les 3 mois d'avance. Merci beaucoup. Allez, donc je continue de lire le communiqué des Républicains. Donc par son énergie et sa détermination, Nicolas Sarkozy a beaucoup apporté à la France. Il a toujours été un serviteur fidèle de son pays. Voilà. Ça, à mettre en relation avec ce que vient de dire Fabrice Arfi. Hein. C'était pendant qu'il était président de la République tout ce qui s'est passé. Voilà. Je lui redis tout mon soutien et toute mon amitié dans l'épreuve qu'il traverse. C'est Bruno Retailleau, président des Républicains et ministre de l'Intérieur démissionnaire qui parle. Hein. C'est quand même très très grave. Nicolas Sarkozy, relaxé de 3 de 4 chefs d'accusation et présumé innocent, a fait appel de la décision. Je ne doute pas qu'il saura mettre toute son énergie à se défendre devant la cour d'appel et à faire prévaloir son innocence. Alors ça, on verra, hein, qu'il mette toute son énergie pour faire prévaloir son innocence, je ne doute pas une seconde. Mais la vérité, c'est qu'il risque quand même... Il y a des chances pour que la peine soit confirmée en appel et que la peine soit confirmée en cour de cassation. Je ne sais pas, laissons la justice faire son travail. Je ne commenterai pas une décision de justice. Mais bon, entre nous, si les faits n'ont pas évolué d'ici là, si l'enquête n'a pas apporté d'autres éléments qui pourraient totalement bouleverser l'affaire, a priori, en appel, il va prendre aussi, en cassation aussi. On verra. Donc voilà ce que disent les Républicains. Encore une fois, quand on écoute ce que vient de dire Fabrice Arfi juste avant, le fait qu'un parti entier, officiellement, par le biais de son président, fasse un communiqué comme ça, c'est en mode on s'en bat les couilles de la justice. Ils sont pas dans cette position en mode nous ne commenterons pas une décision de justice. Non, ils s'en battent les couilles. Ils sont en mode le problème c'est les juges.
Enfin voilà quoi, je commence à me répéter un peu, donc on va passer à la suite. Mais voilà, il n'y a pas que LR. LR, c'est la famille politique, c'est le parti de Nicolas Sarkozy. Mais il n'y a pas que LR qui vole à sa rescousse, il y a aussi le Rassemblement national, notamment. Bon, ils le font tous. Mais là, on va regarder Sébastien Chenu. Donc Sébastien Chenu qui est l'ancien... Enfin, c'est un des gros du RN. C'est un des gros. Il était déjà député avant même que le RN ait un groupe parlementaire. Ça fait partie des poids lourds du RN. Écoutons ce qu'il a à dire là-dessus. Ce qu'on voit dans cette décision et ce qui saute aux yeux des Français, c'est une forme d'impartialité. C'est-à-dire qu'on se dit, Jawad, le logeur des terroristes de Daesh, il a pris 4 ans. Enfin, lui, il n'y avait pas un soupçon, il a logé les terroristes de Daesh. Nicolas Sarkozy et toute l'association de malfaiteurs a fait un pacte de corruption avec la Libye, contre quoi ils allaient plus ou moins gracier ou prendre la défense de terroristes responsables de la mort de 160 personnes. Allô ? Jérôme Cahuzac, il n'a pas fait un jour derrière les barreaux. Il a pris 2 ans, c'était une peine aménageable. Qui a pris 2 ans avec peine aménageable et n'a pas fait un jour derrière les barreaux pour sa condamnation en cour de cassation, sa condamnation définitive? Nicolas Sarkozy. Nicolas Sarkozy, pour l'affaire Bismuth, a été condamné définitivement par la cour de cassation. Il n'a plus de recours. Il a été condamné définitivement à 2 ans de prison ferme. Il n'a pas fait un jour derrière les barreaux. Pourquoi ? Parce que la justice fait son travail. Elle a fait pour Cahuzac ce qu'elle a fait pour Sarkozy avec l'affaire Bismuth. Est-ce qu'elle pourrait dire ça, Pauline de Malherbe ? Est-ce qu'elle pourrait un petit peu reprendre les éléments de langage complètement cons et de son invité ? Donc les gens se disent, et nous disons, cette décision de justice, elle a une coloration politique. C'est-à-dire, vous elle faites un parallèle avec d'autres. Ce qu'on voit dans... Ok, voilà. Donc ils sont en train de dire c'est une décision politique. Les juges ne sont pas impartiaux dans ce pays. Ils ne font pas qu'appliquer la loi. Ils ont un agenda politique d'extrême gauche. Voilà ce qu'il est en train de dire en gros. Donc c'est un tout petit extrait, mais c'est juste pour illustrer que le discours du Rassemblement national, c'est le même discours que LR là-dessus. C'est un discours qui est profondément antidémocratique et qui s'attaque aux juges. Et tout ça, derrière ça, il y a cette convergence politique évidente qu'il y a entre la droite et l'extrême droite, entre LR et les Républicains. Et Nicolas Sarkozy lui-même prône ouvertement un rapprochement entre RN et LR. Et donc on peut se dire, ok, c'est juste parce que Marine Le Pen aussi, elle est condamnée. Et donc du coup, voilà, c'est tous des partis de mafiosos. Ils se serrent les coudes entre eux. Certes, il y a de ça. Il y a évidemment de ça là-dedans. Mais c'est pas que ça. Ça montre aussi qu'il y a une vision partagée par le RN et par les Républicains qui consiste à dire que la justice n'est pas partiale et que la justice est un frein à la réelle démocratie. Je sais pas c'est quoi leur définition de la démocratie, du coup. Vous voyez ce que je veux dire ? Mais en gros, ça veut dire qu'ils ont un rapport à la justice qui est connexe, qui est vraiment très proche l'un de l'autre. C'est pas juste parce qu'il y a Marine Le Pen qui a été condamnée et Sarko qui a été condamné dans une période qui est très proche. C'est pas juste ça, c'est un peu ça. Mais c'est aussi qu'ils ont le même rapport à la justice, un rapport qui est profondément antidémocratique et qui est profondément ouvert à des dérives autoritaires. On voit que c'est, in fine, à peu près le même camp politique à quelques détails près, et de plus en plus ça se voit. Il y a déjà plein de sujets, on voit la convergence entre LR et le RN, sur les sujets économiques où le Rassemblement national parle de plus en plus comme LR, et surtout les sujets de racisme, anti-immigration, sécuritaire, nationaliste, etc., etc. LR parle de plus en plus comme le RN. Cette convergence, on la voit déjà à l'œuvre depuis bien longtemps. Mais là, il y a un autre élément, on voit cette convergence, mais qui est déjà, c'est même pas une convergence, ils parlent déjà, ils disent exactement la même chose d'un même mouvement avec les mêmes éléments de langage, c'est leur rapport à la justice lorsqu'il y a des condamnations. Et leur rapport à la justice où ils disent la justice n'est pas impartiale dans ce pays, alors que la justice est un contre-pouvoir. On voit très bien que LR comme le RN n'aiment pas la justice, justement car c'est un contre-pouvoir et que ça peut aller à l'encontre de leur volonté de dérive autoritaire. Voilà, c'est ça que je voulais dire. Je l'ai bien dit, je trouve, je suis content. Donc on va quand même regarder et finir avec Marion Maréchal. Marion Maréchal qui pendant longtemps d'ailleurs, et pareil, c'est assez intéressant de voir ça, quand elle était chez Reconquête et compagnie, prenait l'union des droites. Voilà, il faut que la droite bourgeoise réactionnaire classique, donc type les Républicains, s'unissent avec la droite, l'extrême droite, un peu plus populo dans le discours de Marine Le Pen. Et que tant que cette alliance n'aura pas eu lieu, ça va être dur d'accéder au pouvoir. Reconquête et Marion Maréchal, c'est ce qu'ils prônent depuis très longtemps, et que Marion Maréchal vole à la rescousse de Nicolas Sarkozy, et bah voilà, c'est un autre signe, encore un, de cette convergence entre la droite et l'extrême droite. Maréchal était l'invité de BFM TV à midi, écoutez. Et voilà, pareil, hein. BFM TV, ils sont en mode genre, non, nous on est impartial. Ils auraient pu montrer n'importe quel invité à ce moment-là. Ils décident de remontrer l'intervention de Marion Maréchal.
Elle parle en qualité de quoi, Marion Maréchal? Ah, c'est les députées européennes. Et après son parti Reconquête, il s'est auto-dissous parce que c'est des immenses merdes. Elle est retournée au Rassemblement National alors qu'elle est actuellement députée européenne Reconquête. La girouette déjà premièrement. Mais bref, on s'en bat les couilles. Mais du coup voilà, ça remet les arguments en boucle de l'extrême droite quoi. Pour sauver le soldat Sarkozy, c'est honteux. De fait, il y a quand même 3 grands principes dans notre droit qui font que justement nous nous remettons volontiers à la décision de la justice pour pouvoir rendre des décisions équitables. C'est la présomption d'innocence. Elle a été respectée par rapport à Nicolas Sarkozy. C'est pas parce qu'il y a un mandat de dépôt que ça veut dire qu'il n'est pas représumé innocent en l'attente de son jugement en appel. C'est juste que vu la gravité des faits, les juges ont estimé qu'un mandat de dépôt s'avérait nécessaire. Le secret d'instruction et c'est le double degré de juridiction. Le double degré de juridiction, ça je vois pas exactement ce que c'est. Hein. Le secret de l'instruction, ça n'a pas été respecté là? Je sais pas. C'est-à-dire qu'à partir du moment où ces 3 grands principes sont, selon moi, mis à mal, il y a de fait un ébranlement de cet état de droit et de la confiance dans la justice. C'est tout? C'est tout? Ouais, donc BFM TV qui publie ça, c'est juste pour dire, regardez, ils ont juste pris le moment où ça avait l'air un peu technique. Elle a sorti des trucs de droit, elle a dit, il y a un ébranlement de la confiance en la justice. Ça l'a fait passer pour quoi, Marion Maréchal, quand BFM TV poste ça? Juste l'extrait isolé. Ça l'a fait passer pour quelqu'un qui connaît le droit et qui s'inquiète pour la démocratie. Alors que c'est tout le contraire. Ceux qui devraient s'inquiéter ceux qui s'inquiètent pour la démocratie, c'est ceux qui voient devant leurs yeux ébahis cette espèce de mouvement de défense de Sarkozy au mépris de tout principe de séparation des pouvoirs, quoi. Oh là là! C'est grave quand même, c'est grave quoi. Enfin voilà, je voulais vous parler de ça, je crois qu'on a tout regardé. Ah si, un dernier truc, j'ai oublié de le dire, mais un détail qui a son importance. Suite à tout ce discours qu'il y a dans les médias de la part de la droite, de l'extrême droite et de tout un tas d'éditorialistes de merde, et bah ça a des conséquences. Et ça a notamment des conséquences assez graves, comme par exemple des menaces de mort contre les juges. Et ça, c'est très très chaud. Il y a eu littéralement des menaces de mort contre les juges. Donc c'est-à-dire qu'il y a des gens qui ont envoyé des menaces de mort contre la juge ayant jugé Nicolas Sarkozy. Donc on va pas lire tout l'article, je commence à être fatigué, puis ça fait longtemps qu'on parle de ça. Mais genre voilà, derrière tous ces discours et toute cette propagande qu'il y a dans les médias de la part de la droite et de l'extrême droite et des éditorialistes de merde, là, à côté de ça, il y a littéralement des attaques et des menaces de mort contre la juge. Il y a 2 enquêtes qui ont déjà été ouvertes parce qu'il y a ça derrière, quoi. Donc qui sont des factieux et des antidémocrates dans ce pays au final? Il faut dire ce qu'il y a, quoi. Un président de la République, un ancien président de la République est condamné par la justice, à raison, et derrière, il y a des menaces de mort contre la juge qui l'a condamné. Encouragé, au moins de manière insidieuse, par un discours antidémocratique de défense de Nicolas Sarkozy, de la part de LR et le Rassemblement National, qui sont 2 partis, de gros partis français, quoi. Enfin, je veux dire, le niveau de dérive autoritaire qui nous est promis par la droite et l'extrême droite quand on voit ce qui se passe actuellement, c'est très très grave. C'est très très grave ce qui se passe. Donc en conclusion, je dirais, attendons que la justice fasse son travail. Attendons ce que la Cour d'appel dise, et attendons ce que la Cour de cassation dise. Mais en tout cas, Sarkozy, il n'a pas volé ses années de tôle, c'est moi qui vous le dis. Voilà. Et ouais, cette convergence entre droite et extrême droite, c'est très très compliqué et ça montre très bien le rapport à la démocratie et à la justice que peuvent avoir la droite et l'extrême droite dans un moment de fascisation du pays. Voilà. Je me répète, ça a pris la même pente que les USA et ça part très loin là. Bah ouais, en plus quand tu regardes un peu ce qui se passe dans d'autres pays, c'est vénère quoi, c'est vénère. Donc voilà, c'est très très chaud ce qui se passe. C'est très très chaud, mais bon. Dans tous les cas, on peut se réjouir que justice a quand même été faite et que, jusqu'à preuve du contraire, il y a des moments comme ça de justice dans ce pays. Il faut s'en réjouir, mais en tout cas, voilà, il faut avoir un contre-discours par rapport à toutes ces attaques du camp Sarkozy de la droite et de l'extrême droite parce que là, ils sont vraiment au branle-bas de combat.